Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je fais à nouveau une interview parce que je crois que j'en ai parlé avant mais j'aime de plus en plus ce format et ça me permet de rencontrer et d'échanger avec des personnes super. Et aujourd'hui, on va parler de la mise à la terre qu'on appelle aussi le grounding ou le earthing en anglais avec Sébastien. Et c'est un sujet dont je n'ai jamais parlé directement sur la chaîne. J'ai dû en parler plusieurs fois dans des vidéos à droite à gauche, mais j'ai jamais vraiment dédié un épisode à ça. Donc c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Et aussi, ce que j'espère, c'est que c'est vous présenter donc Sébastien et le travail qu'il fait aujourd'hui. Donc déjà, Sébastien, merci d'être là. Merci à toi Et de me recevoir. voilà, et ça fait plaisir. Et est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours. Comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, ce dont on va parler là? Parce que c'est pas courant en France, comme on va en parler certainement. C'est encore un sujet très niche. Donc, comment t'es tombé là-dedans en fait? La vie est un chemin que chacun emprunte et le mien a été la suite logique pour en arriver jusque-là. Si tu veux, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années en tant que maraîcher bio où j'avais déjà les mains dans la terre. Je ne me rendais pas compte de tout ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui le earthing. Et puis, j'ai travaillé en biocoop pendant 8 ans aussi avec les fruits et légumes, donc toujours avec ce lien avec la terre. Et là, j'en étais complètement déconnecté. Et un jour, j'ai fait de la lombalgie et je cherchais à réduire cette inflammation et je suis tombé sur justement une interview de Clint Ober qui expliquait comment résorber l'inflammation grâce à la connexion à la terre. Et donc, j'ai placé un tapis de souris sur mon dos un jour où j'avais mal au dos et je me suis aperçu que j'avais beaucoup moins mal au dos très rapidement par rapport à ce qui se faisait d'habitude. Et de fil en aiguille, à force d'en parler autour de moi, de le tester pour moi, de mettre ça en pratique dans ma routine quotidienne, ben, des fois, il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir dans la vie. Et puis, j'ai fait une belle reconversion et aujourd'hui, eh bien, je travaille à propager, ou en tout cas à vulgariser, à démystifier cette pratique-là pour, on va l'expliquer après, hein, quels sont les bienfaits, comment ça marche, pourquoi. Et un petit peu, Mhm. c'est ce principe-là. Moi, je suis père de deux enfants hein, qui ont 9 et 14 ans. Donc, il faut leur expliquer aussi au quotidien, avec les enfants du monde moderne, comment ça marche, pourquoi on le fait. Et voilà. Donc, c'est un petit peu mon parcours. Mhm. Ouais, super. Euh, alors, juste pour ceux qui écoutent, quand tu as dit je me suis mis un tapis de souris dans le dos, c'est pas littéralement un tapis de souris en silicone ou je ne sais quoi. Ouais, C'est un matériau qui est connecté donc à la terre, de la taille d'un tapis de souris, que c'est Sébastien s'est ça, mis dans le dos. exactement. Juste pour préciser, et de toute façon, on va en parler un peu plus, mais c'est pas littéralement un tapis de souris. Et C'est ça. oui, concernant ta mission d'aujourd'hui qui est principalement dans la vulgarisation, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié avec toi dès le départ et une des raisons pour lesquelles je t'ai contacté, c'est que tu fais vraiment cet effort de transmission. Et je pense que la première étape de tout changement, c'est la prise de conscience. Et donc, pour avoir une prise de conscience efficace, il faut des personnes qui savent vulgariser des sujets potentiellement complexes. Et c'est quelque chose que tu fais très bien. Donc, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles voilà, je voulais t'avoir aujourd'hui. Et ce que j'aime bien, c'est que dans tout ça, ton histoire est vraiment personnelle en fait au départ. T'avais un problème, la lombalgie, et t'as cherché une solution tout simplement. Hein, c'est tout à fait Exactement. naturel. Et il se trouve que voilà, t'es tombé sur une interview de Clint Ober et qui t'a mis sur ça. Donc euh, voilà, je trouve ça toujours intéressant quand ça commence avec un problème personnel, ça a tout de suite plus de sens. Et du coup, pour quelqu'un qui a jamais entendu parler du earthing ou grounding, qui sont synonymes ou en français on dit des fois mise à la terre, Ouais. comment tu définirais ça en quelques mots? Bah, très simplement. On part du postulat où le corps humain, lui, il a évolué depuis des milliers, des millions d'années en contact avec la terre, c'est-à-dire pieds nus, comme les animaux et les plantes. Et en fait, depuis les années 60 et nos habitations modernes, on est déconnecté du champ électromagnétique terrestre. Et donc, le corps qui est électromagnétique, la terre qui est électromagnétique, ces deux-là, quand ils sont ensemble, eh bien, fait qu'il y a un fonctionnement physiologique normal, naturel du corps. Et quand on le déconnecte, eh bien, il y a des choses qui vont être déréglées, qui vont être empêchés d'être rééquilibrés. Et donc, c'est vraiment le postulat de départ. Le corps est fait pour être connecté à la Terre de la naissance à la mort. Si on le déconnecte, eh bien, il y a des conséquences au niveau du rééquilibrage naturel des choses. Mhm. Ouais, et je pense qu'il est important pour ceux qui nous écoutent d'expliquer deux, trois petites choses.
Tu as mentionné le fait que le corps est électromagnétique, et je sais que, en tout cas, c'était le cas pour moi à une époque, et je sais que pour les plus sceptiques, les plus cartésiens, ça peut mener à des yeux levés au ciel. Et ce que j'aimerais faire, c'est juste en profiter pour un petit peu éclaircir tout ça. Mhm. Si on regarde, je vais prendre plusieurs exemples juste pour vraiment illustrer ça. Si on regarde par exemple le système nerveux, comment fonctionne-t-il? C'est des courants électriques qui traversent Exactement, les neurones. Donc déjà, on sait que à ce niveau-là, au niveau du système nerveux, il y a de l'électricité dans le corps. c'est ça. Mais ça s'arrête pas là. À l'intérieur de chacune de nos cellules, il y a ce qu'on appelle des mitochondries. Et on va certainement en parler aujourd'hui avec Sébastien. Les Ouais. mitochondries, c'est ce qu'on appelle des organites. Alors un organite, c'est simplement un terme qui veut dire l'organe d'une cellule. C'est juste pour pas confondre avec les organes du corps, comme le foie, le cœur, le poumon. Mais voyez ça comme un organe au sein de chacune de nos cellules, à part les globules rouges. Mais toutes les cellules du corps ont des mitochondries, plus ou moins selon l'organe. C'est pas important. Et un des nombreux rôles des mitochondries, c'est la production d'énergie cellulaire. C'est-à-dire que si les mitochondries ont un problème, et on va y venir plus tard avec Sébastien, Exactement. littéralement, ça peut affecter l'ensemble, la totalité des fonctions de la cellule, parce que s'il n'y a plus d'énergie, eh ben, on ne peut plus rien faire. Hein, c'est comme si mon téléphone n'avait plus de batterie, je ne peux plus appeler, je ne peux plus prendre de photos, je ne peux plus aller sur Instagram, je ne peux plus rien faire. Donc, la notion de problème au niveau des mitochondries, dont on va parler à nouveau, euh, influence le reste de notre physiologie, le reste de notre biologie cellulaire. Et là où je voulais en venir, c'est que si on regarde ce qui se passe à l'échelle microscopique à l'intérieur de nos mitochondries, elles ne brûlent pas de calories. Ça, c'est un abus de langage. Et C'est ça ça. nous fait penser que le corps est chimique. Alors, c'est pas que le corps n'est pas chimique, il y a des réactions chimiques, absolument. Et d'ailleurs, on en parlera certainement, mais la plupart et une grande partie des réactions chimiques dans le corps, c'est des réactions d'oxydoréduction. Et Oui. l'oxydoréduction, c'est simplement un transfert d'électrons. Donc on y reviendra. Mais donc, au sein des mitochondries, on ne brûle pas les, euh, les calories. Ce qui se passe, c'est que les, le glucose, notamment, issu de notre alimentation, est séparé en électrons et en protons. Donc des particules négativement chargées et positivement chargées, et ça crée un gradient électrique, et ça permet de générer de l'énergie. Donc là où je veux en venir, c'est que même au niveau le plus fondamental, la façon dont on produit de l'énergie, c'est électrique. Donc tout ça pour dire, c'était une grosse digression, mais tout ça pour dire que quand Sébastien dit que le corps est électromagnétique, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et que effectivement, nos ancêtres, il n'y avait pas de béton, il n'y avait pas de semelle en caoutchouc, et en fait, par défaut, euh, ils étaient en permanence connectés à la Terre. Oui, aussi bien avec soit les sabots ou soit avec des chaussures en cuir, il y avait toujours cette connexion et puis beaucoup plus de gens qui étaient à l'extérieur, soit à travailler la terre, soit vraiment être électrique. J'aime bien dire que quand on a un problème cardiaque, on met un coup de jus pour faire repartir le cœur, et donc il y a bien du courant. Et puis on connaît tous des magnétiseurs, des gens qui font du magnétisme. On sait très bien que quand on frotte quelque chose, il se passe quelque chose de magnétique, comme quand on frotte une règle sur l'ampoule, il y a quelque chose de magnétique, et donc ça on le conçoit plus facilement. Ouais, effectivement, c'est un bon exemple que j'ai pas cité. Je suis parti loin avec les mitochondries. Mais effectivement, les défibrillateurs, c'est électrique. Avec un électroencéphalogramme, on peut mesurer l'activité électrique du cerveau. Avec un, par exemple, magnétocardiogramme, on peut mesurer l'activité magnétique du cœur, etc. Donc, tout ça pour dire que le corps est électromagnétique, ce n'est pas du tout tiré par les cheveux. C'est pas du tout tiré par les cheveux. Et aussi pour la notion que nos ancêtres ont toujours été mis à la Terre. Si on regarde aujourd'hui, il y a un grand nombre d'installations électriques qui sont aussi mises à la Terre, littéralement, pour assurer leur stabilité. Donc, Mhm. si effectivement il y a autant d'activités électriques au sein du corps humain, peut-être que effectivement, au fil de l'évolution, au fil des millénaires et des millénaires que l'être humain a été sur la planète, peut-être qu'on a juste appris à utiliser au mieux notre environnement, en l'occurrence la Terre, pour optimiser notre physiologie. Oui, c'est vraiment que le corps, lui, c'est comme si dans la voiture, tu mettais tout le temps de l'essence, mais tu mettais pas d'huile ou très peu d'huile, puisqu'on a un peu de contact avec la terre, mais très peu. En fait, il y a un moment donné où ça coince. En fait, généralement, on parle de stress oxydatif qui est naturellement produit par l'oxygénation. L'oxygène va oxyder, va créer des radicaux libres. Et donc, ces radicaux libres, donc, c'est une cellule qui a vu un électron être arraché. Et pour se rééquilibrer, elle va aller sur la cellule d'à côté pour lui chipper un électron pour essayer de se rééquilibrer. Mhm. En fait, toute cette histoire d'électrons, sur la planète, il y a tellement d'éclairs qui frappent la planète à chaque seconde qu'elle est chargée d'électrons
Il y en a tellement à profusion pour tout le temps. Et donc, dès qu'on se connecte à la Terre, on capte ces électrons. Et ces électrons, ils viennent rééquilibrer ces radicaux libres, rééquilibrer ces endroits où il manque des électrons pour que bien, le corps soit juste équilibré. Il ne sera jamais en excès d'électrons, puisque une fois que la cellule elle est équilibrée, ben, elle peut pas, elle ne voudra pas prendre d'électrons supplémentaires, et donc Hmm. on sera Comme une batterie juste chargée, dans en un état fait. normal. Voilà, c'est ça. Ouais, et je suis content que tu aies mentionné la notion des éclairs parce qu'effectivement, la deuxième moitié, c'est OK, certes, je veux bien comprendre, je veux bien admettre que le corps soit électromagnétique, mais quel est le rapport avec la Terre? Pourquoi la Terre, elle serait, c'est intéressant? Et en fait, comme tu l'as dit, même si là où tu habites, Sébastien, ou là où j'habite, il y a pas d'orage, chaque seconde, sur l'ensemble du globe, il y a des centaines d'éclairs qui s'abattent sur la surface de la Terre. Et la foudre, bien évidemment, c'est l'électricité. Et en fait, ces éclairs, ça vient comme recharger en électrons la surface de la Terre. Et en Mhm. fait, euh, on est conçu pour vivre principalement pieds nus ou avec des chaussures. Tu as parlé de sabots et de semelles en cuir, c'est-à-dire des matériaux qui sont conducteurs. Des conducteurs, Naturel, en c'est-à-dire, tout cas. voilà. Et c'est-à-dire que c'est pas des isolants purs comme du caoutchouc, comme du Exact. plastique. Exact. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que notre corps, notre biologie a appris à évoluer avec. Et quand tu parles de radicaux libres, donc effectivement, on parle beaucoup dans le monde de la santé du stress oxydatif et de l'inflammation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress oxydatif, quand on parle de stress oxydatif, littéralement, c'est un excès d'oxydants. C'est un excès. Et, mais les oxydants, c'est quelque chose qui est naturel quand on produit de l'énergie. Et le problème, c'est quand ça devient excessif. Et comment ça devient excessif? C'est lorsque potentiellement il y a beaucoup de dégâts, il n'y a pas suffisamment d'énergie, etc. Donc, ce qu'on veut éviter, et ce que la mise à la terre nous permet, c'est d'éviter un excès d'oxydants. Et effectivement, comme l'a dit Sébastien, un oxydant, c'est uniquement une molécule qui a perdu, à qui on a chippé son électron, et qui veut le récupérer à tout prix. Et le problème, c'est quand elle n'arrive pas à récupérer cet électron, ça peut causer des dégâts, et c'est ce qu'on appelle de l'inflammation. Ça y est, t'as récupéré. Ouais. Donc, en ayant mis les bases, est-ce que tu pourrais me dire, et je suis ravi de donner ma perspective aussi en tant que thérapeute, mais qu'est-ce qui se passe selon toi dans le corps quand on se met pieds nus sur le sol? Tout simplement, c'est un phénomène de captation d'électrons. C'est vraiment ça qui se passe, hein. Le champ électromagnétique va permettre au corps de capter. C'est le côté conducteur, qu'on soit pieds nus sur l'herbe, seulement posé, en marchant, en touchant un arbre. C'est vraiment ce contact qui fait que, bah, comme quand tu éclaires la lumière, tu sais, hein, tu vas mettre en contact deux parties conductrices. Là, le courant va passer, il va se passer quelque chose, et quand tu éteins et que tu n'es plus en contact, il ne se passe plus rien. Et là, c'est exactement la même chose, qu'on soit pieds nus sur l'herbe ou avec des semelles en caoutchouc qui nous isolent. C'est vraiment simple et basique. Ouais, c'est le même principe, ouais, effectivement. Euh, et j'aime beaucoup le fait que tu utilises des analogies visuelles parce que ça va beaucoup plus parler, parler aux personnes. Euh, et du coup, alors tu l'as déjà un petit peu, tu as fait allusion en parlant de ton histoire, mais là j'aimerais te poser la question directement. Quels sont les bénéfices de la mise à la terre, si on utilise le terme français, que tu observes le plus souvent, concrètement, que ce soit chez toi ou chez les personnes qui pratiquent régulièrement? Alors, je vais commencer par moi, parce qu'on me demande souvent à moi, qu'est-ce que ça me fait? Ben moi, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je vais bien, parce que je prends soin de moi sur tout un tas d'autres aspects de mon physique. Et donc, oui, j'ai un sommeil qui est de meilleure qualité, je le ressens, mais ça fait des années que ça dure et donc je dors bien. Je vais bien. Quand j'ai mal quelque part, vu que je suis tout le temps connecté à la Terre, les inflammations se résorbent très rapidement. Donc moi, j'ai pas d'effet waouh. Par contre, j'ai des gens qui, eux, ont des pathologies parfois lourdes. Je pense à de la fibromyalgie, par exemple, avec des retours de personnes qui, au bout de 2 à 3 nuits, voient ça comme un miracle. Mais vraiment, avec se réveiller le matin sans être ankylosé. Enfin, des gens qui revivent vraiment. Par la suite, au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, il n'y a pas cet effet waouh qui est là. Et tant mieux, parce qu'en fait, la mise à la terre, ce n'est pas un médicament. C'est juste que le corps fonctionne normalement. Il a Hmm. été prévu pour fonctionner comme ça. Et donc, le fait d'aller bien, moi, des gens me disent, ouais, mais c'était super au début, puis là, c'est pas super. Mais je dis, est-ce que vous allez bien? Je dis, oui. Pourquoi vous voulez aller mieux? J'ai pas besoin de vous, ça donne pas des ailes. Donc, et les retours sont très différents. On est tous différents. On a tous des sensibilités différentes. On a, alors des personnes ont des attentes
différentes qui seront comblées ou non parce que eh bien, la qualité du sommeil, oui, les études montrent que la qualité du sommeil est améliorée. Des gens qui dorment avec une Oura Ring, tu sais, ou des montres Oui. connectées, s'aperçoivent dès la première nuit que les phases de sommeil profond ont augmenté, que la fréquence cardiaque a diminué, et donc on voit bien que le corps a eu une meilleure régénération. Et ça, ça a été vu des dizaines et des dizaines de fois. Des gens qui sont des conseillers, des coachs en sommeil recommandent la mise à la terre la nuit parce qu'il y a vraiment cette amélioration qui est là, et c'est 80 à 85% des gens qui remarquent, qui sont capables de dire de façon remarquable que ça a eu un impact sur la qualité de leur sommeil. Mmh. Puis ensuite, il y a tout un tas d'autres aspects. On a parlé de l'inflammation, que ce soit l'inflammation musculaire, l'inflammation intestinale, que ce soit les inflammations dues à l'endométriose, tout ce qui est inflammatoire. Je discutais avec un naturopathe il y a quelques années qui m'expliquait que l'inflammation dans le corps, elle était nécessaire. C'est-à-dire que, et quand on parle des fois que la mise à la terre est un anti-inflammatoire, il m'a expliqué que c'était plutôt quelque chose qui était pro-inflammatoire. Parce que l'inflammation, quand elle est présente, elle est là pour brûler quelque chose, et la mise à la terre aidait à ce que l'inflammation soit plus rapide, plus saine, et que les choses qui sont à brûler soient brûlées et soient résorbées. Donc c'était cette Mmh. idée-là. Absolument. Peut-être tu veux compléter Ouais. quelque chose? Je vais réitérer sur ce point parce que c'est extrêmement important et c'est important à comprendre même d'un point de vue presque philosophique parce qu'il y a énormément malheureusement de personnes qui souffrent d'inflammation chronique. Et en fait, je vais juste réexpliquer ce que Sébastien vient de dire, mais avec mes propres mots, peut-être pour que ça résonne avec d'autres personnes. Quand on est dans un cas d'inflammation chronique, ce qui est le cas pour la fibromyalgie, pour par exemple le syndrome de l'intestin irritable, pour par exemple maladie de Crohn, endométriose, t'as mentionné, peu importe. Effectivement, l'inflammation est un processus de guérison. Le but, c'est de réparer ce qui ne va pas. Le problème, c'est quand ce processus de guérison n'en finit pas. Et c'est ça qu'on appelle une inflammation chronique. Donc, il y a deux possibilités. Et là, c'est moi qui mets ma casquette de thérapeute et c'est comme ça que j'éduque mes clients. Il y a deux possibilités, il y a deux leviers. Soit on identifie, idéalement on fait les deux, soit on identifie la source des dégâts et on tente de réduire la source des dégâts. Donc ça serait par exemple euh, mieux dormir, mais ça sert surtout, je pense, à ajuster l'alimentation pour pas que l'alimentation rajoute de l'inflammation. Donc, Exact. ça serait potentiellement réduire la quantité de sport aussi, parce que trop de sport, c'est inflammatoire. Donc, le premier levier, c'est réduire l'apport, ce qui cause des dégâts, pour que le corps ait moins de raisons d'être dans un état inflammatoire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire en sorte que le corps ait les ressources pour réparer tout ça rapidement et mettre fin à ce cycle inflammatoire. Et la Mhm. mise à la terre, c'est plutôt dans cette deuxième catégorie, à savoir que en apportant cette abondance d'électrons, en fait, les électrons, fondamentalement, ça va jouer le rôle d'antioxydant. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un oxydant, c'est uniquement une molécule qui a perdu ses électrons. Et ce que je dis aussi des fois, un petit peu avec humour, mais l'avantage de la mise à la terre, c'est que c'est une source d'antioxydants, donc d'électrons littéralement, qui n'a pas besoin d'être digérée. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des faiblesses digestives et qui ne peuvent pas dépendre des polyphénols dans l'alimentation, par exemple, parce que ça passe pas, ça crée des ballonnements, etc. Et en ce sens, la mise à la terre, ça permet d'avoir un accès direct à des antioxydants qui vont aller immédiatement là où il faut. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, Sébastien, suivant les personnes, tu as des témoignages différents, parce que tout le monde a des besoins à différents endroits. Il y en a, c'est musculaire, il y en a, c'est certains organes, il y en a, c'est d'autres organes. Et du coup, on va ressentir des bienfaits à différents endroits. Mais le mécanisme fondamental, c'est que ça vient réguler l'inflammation et mettre fin au cycle d'inflammation. Donc, le corps n'est plus en panique, donc les symptômes partent d'eux-mêmes. Voilà. Je voulais juste l'expliquer de cette façon-là. Oui, puis c'est quelque chose qui sous-tend les bonnes pratiques. Moi, j'aime bien dire que la mise à la terre, c'est une bonne pratique à mettre en parallèle d'autres bonnes pratiques sur Absolument. la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation, on l'a dit, le sport, le côté social et émotionnel est très important aussi. Donc, c'est vraiment une pratique simple à mettre dans sa routine quotidienne et qui permet de faire en sorte que, sans s'en rendre compte, le corps, lui, fonctionne bien. Et quand le corps fonctionne bien, on peut mettre d'autres choses. J'ai des gens, tu sais, qui ont arrêté de fumer parce que ils étaient moins stressés après quelques mois connectés à la Terre, meilleur sommeil, moins stressés, et ils ont fait une nouvelle tentative. Hein, c'était pas la première tentative, mais une nouvelle tentative, et ils ont réussi à ne pas reprendre. C'est quand Mhm. même l'intérêt d'arrêter de fumer, c'est surtout pas d'arrêter, c'est surtout de ne pas reprendre. Hein, c'est très important Oui. de le comprendre. Hein. S'il y en a qui veulent un petit hack, moi, il y a pas mal d'années, comment j'ai arrêté de fumer, j'ai dit à ma petite fille de me dire, papa, arrête de fumer, je veux te voir vivant, je veux pas te voir mourir.
bah, tu vois, en quelques jours, bah, j'ai arrêté de fumer. En Ah tout ouais, cas, j'ai pas repris. Donc, ouais, j'ai hacké mon cerveau. Bon, bah, ouais. voilà, si vous voulez dire à vos C'est enfants, ouais. n'ouvrez pas. Mm. Ça marche très bien. Ah bah ouais, non, là c'est bien joué, c'est bien joué. Euh, et du coup, tu as sous-entendu quelque chose et qu'on n'a pas mentionné explicitement, à savoir que effectivement, ça réduit le stress. Parce qu'en fait, quand on se connecte à la Terre, c'est pas juste une question d'absorber des électrons, mais ça fait Mhm. qu'on est en contact direct avec au moins deux choses. La première étant le champ géomagnétique, ou le champ magnétique de la Terre, et la deuxième étant la résonance de Schumann. Mhm. Et en fait, ces deux choses-là, on pourra aller dans les détails, mais je ne vais pas forcément le faire tout de suite, mais ces deux choses qui viennent réguler notre rythme cardiaque et nos ondes cérébrales et donc influencent l'état du système nerveux en fait. On sait par exemple que la résonance de Schumann, sa fréquence principale, 7,93 Hz, ça correspond à un état quasi méditatif où je suis vraiment calme mais attentif. Donc c'est entre les ondes cérébrales de type alpha et bêta, c'est un petit peu entre les deux. C'est ça. Tandis que le champ magnétique de la Terre, bon, il n'y a pas qu'une seule fréquence, mais il y a une fréquence qui domine les autres. Ensuite, il y a des harmoniques et d'autres fréquences. C'est 0,1 Hz. Et 0,1 Hz, ça veut dire qu'il y a un battement toutes les 10 secondes. Et ça veut dire que ça correspond précisément au protocole respiratoire qu'on appelle la cohérence cardiaque. Quand Mhm. je fais de la cohérence cardiaque, j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Donc ça fait une respiration toutes les 10 secondes. Et ça aligne ma respiration avec le rythme, le champ magnétique de la Terre. Et c'est pour ça que ça crée de la cohérence dans mon corps, mais avec mon environnement aussi. Et donc, c'est euh, un des nombreux mécanismes par lesquels la mise à la terre permet aussi de réguler le stress. Et comme l'a dit Sébastien avec l'exemple de la personne qui a pu arrêter de fumer ou du moins de ne pas reprendre, c'est que ça peut engendrer tout un tas de cercles vertueux. Parce que dès qu'on commence à mieux dormir, dès qu'on commence à être moins stressé, moins je suis stressé, plus c'est facile de gérer mes émotions, notamment les émotions qui me poussent à fumer ou qui me poussent à boire, qui me poussent à, peu importe, l'addiction. Et donc, en ce sens, bien que ce ne soit pas la seule chose qui compte pour notre bien-être, ça peut être une pratique qui est très facile à implémenter potentiellement, euh, qui soutient tout le reste en fait. C'est ça, vraiment, ça soutient tout le reste. C'est pour ça que je travaille avec beaucoup de naturopathes, de coachs sportifs, des gens qui conseillent d'autres personnes et qui parlent de la connexion à la Terre parce que c'est pas un médicament, mais ça va vraiment aider à la base, à régler certaines choses et ensuite, pouvoir actionner, d'autres leviers, un peu plus importants ou un peu plus difficiles, à mettre, en place dans sa routine quotidienne, comme le changement d'alimentation pour les gens qui ont, besoin de réduire le gluten ou le sucre ou le chocolat ou je ne sais quoi et tout ça, le fait de bien dormir, comme tu l'as dit, c'est hyper important, parce que le secret d'une bonne journée, bah, c'est une bonne nuit Mhm. et l'inverse aussi est réciproque. Donc ouais, quand, là, on peut parler aussi du côté hormonal, hein, du cortisol et de la mélatonine par rapport au sommeil. On sait que le cortisol, lui, il a un pic vers 6 heures du matin et puis il redescend en fin de journée. Et la mélatonine, elle, bah, elle est sécrétée un peu plus tard dans la journée et pour pouvoir s'endormir correctement. Et notre mode de vie qui est déséquilibré par rapport aux lumières bleues des écrans, en fait, tout ça, ça se décale et on a moins de sécrétion de mélatonine, on arrive moins bien à s'endormir. Le pic de cortisol, finalement, il arrive un peu plus tard où il est très très bas et donc ça empêche le fait de se réveiller le matin du bon pied, ça empêche le soir d'aller au lit en étant fatigué avec une vraie fatigue hormonale et pas une fatigue chronique due à sa journée ou à la séance de sport. C'est un cycle, le cycle circadien en fait, hein. On Mhm. reprend ce cycle circadien où le soir, eh bien, on comprend les mécanismes font qu'on s'endort facilement. La phase d'endormissement est aussi plus rapide pour la majorité des personnes. On n'a pas ce petit vélo qui La tourne et latence, ouais. donc voilà. Et donc on s'endort et le matin on se réveille. Voilà, le réveil sonne, on se lève et puis ça y est, c'est parti quoi. Mm. Ouais, alors, je suis content que tu aies mentionné le rythme circadien. Euh, donc, en plus, j'ai fait une interview récemment avec quelqu'un avec qui on en a parlé, et je suis peut-être d'interviewer quelqu'un d'autre avec qui je veux aussi en parler. Mais donc effectivement, juste pour revenir aux bases, donc le cortisol, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Mais avant d'être l'hormone du stress, c'est surtout l'hormone de l'éveil. C'est-à-dire que pas de cortisol, ben, en fait, on n'a aucune énergie, en fait. On fait rien. On est à plat. Et la mélatonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cortisol et mélatonine sont antagonistes. C'est-à-dire que quand le C'est ça. cortisol est haut, la mélatonine est basse, et inversement. Et donc, idéalement, comme l'a dit Sébastien, le cortisol monte naturellement le matin pour mobiliser l'énergie pour que on fasse des choses, qu'on aille travailler, etc. Et il baisse progressivement vers la fin de la journée pour laisser la place à la mélatonine qui doit monter graduellement en fin de journée pour qu'on puisse bien dormir.
Ça, c'est dans un cadre idéal. Néanmoins, comme l'a dit Sébastien, une des choses qui influence le plus notre rythme circadien, c'est-à-dire le cycle entre le jour et la nuit, c'est l'environnement lumineux dans lequel on se trouve, et en notamment la longueur d'onde ou la couleur ou la fréquence. Ces trois choses-là sont synonymes. Bleu. C'est le bleu principalement qui va influencer ce rythme circadien, ce qui va se répercuter sur les niveaux de cortisol et donc de mélatonine. Et donc le signal principal du rythme circadien, c'est la lumière, mais en fait la mise à la terre est aussi un signal qu'on considère secondaire, mais ça peut amplifier un bon signal lumineux. Donc idéalement, on veut euh, cumuler les bienfaits, c'est-à-dire on veut avoir un environnement lumineux après le coucher de soleil qui est propice à l'endormissement, donc des lumières plutôt tamisées dans les tons rouge-orangé, plutôt voilà, faible intensité, et en même temps, on veut pouvoir se mettre à la terre au moins quelques minutes pendant la journée, mais idéalement même le soir, pour que le système nerveux, naturellement, il comprenne que voilà, c'est le moment de se mettre au sommeil. Et une dernière chose que je vais dire, c'est que quand on régule le système nerveux, comme on l'a dit, notamment avec le champ magnétique de la Terre, la résonance de Schumann, ou même le contact avec la Terre en général, en fait, il y a une corrélation entre la régulation du système nerveux et bien évidemment notre statut hormonal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas indépendants. En général, quand le système nerveux est dérégulé, plutôt dans le mode qu'on appelle sympathique, on Oui. a tendance à avoir plus de cortisol. À l'inverse, quand on est dans le mode plus régulé, plus parasympathique, on a tendance à avoir plus de mélatonine, donc plus de réparation, de régénération. Ouais, exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Parfait. Parfait. Alors, ce que tu as mentionné tout à l'heure, est-ce que je pense qu'il est important à savoir, parce que moi, je pense toujours aux gens qui sont un peu sceptiques. C'est probablement mes personnes préférées parce que ça me force à être assez rigoureux dans mes explications. Et je pense que ça rend service à tout le monde qui est un petit peu de sceptique et pas de Oui. juste tout croire sur parole. Mais ce que tu as mentionné tout à l'heure que j'aime beaucoup, c'est que on peut ressentir les bienfaits rapidement. Il n'y a pas Oui. juste besoin de faire confiance et de dire bah peut-être que dans un mois je vais mieux. Non, des fois, comme tu l'as dit, c'est en deux, trois nuits. C'est ah ouais, t'as pris l'exemple de la fibromyalgie. Je me sens plus autant ankylosé. Je suis plus aussi raide ou douloureux le matin. Je peux marcher un peu plus librement. Du coup, ça affecte mon humeur, etc. Et qu'est-ce que tu as observé toi de manière générale sur à partir de quand on observe des effets bien bénéfiques? Alors, je vais te dire, dans les premiers jours, il y a même pire, il peut y avoir même l'inverse et ça arrive régulièrement. J'ai des témoignages, même j'ai des témoignages où les premières nuits sont très difficiles. Mais vraiment, 1re, 2 nuit, 3e nuit, j'ai des gens très sensibles, 4, 5 nuits, vraiment, ils se sentent soit électrisés, soit des sensations de picotement, soit des maux qui sont exacerbés parce qu'il y a un rééquilibrage qui se fait à un moment donné où il y a vraiment, un déséquilibre très fort et donc là, il se passe des choses sur la sensation de picotement. En fait, on sait que la mise à la terre va permettre de fluidifier le sang et donc avoir un sang plus fluide et donc toutes les petits vaisseaux qu'on a sur le bord de la peau se remettent à être irrigués et donc on peut avoir des sensations de picotement pour les gens qui sont sensibles. Et on sait aussi que les études montrent par rapport aux problèmes cardiovasculaires, eh bien, si le sang est plus fluide, le cœur qui est une pompe aura plus de facilité à pomper le sang, se fatiguera moins et donc sera moins fatigué dans le temps. Hmm. Mais donc après, sur combien de temps ta question de départ, très rapidement, on peut avoir soit des choses, on a des ressentis très rapidement. Des gens qui vont très bien. Alors, je vais faire encore une analogie, mais tu sais, quand tu vas bien et que tu te connectes à la Terre, c'est comme quand tu rentres dans une pièce où les volets sont ouverts, tu allumes la lumière, tu éclaires la lumière, et là, il n'y a pas vraiment une Hmm. différence flagrante, tu vois. Super analogie. Tout va bien. Tu rentres dans une pièce où les volets sont fermés, tu allumes la lumière, et là, tu as quelque chose de très flagrant. Et bien, c'est un petit peu la même chose pour les gens qui vont bien et les gens qui vont pas bien. Et beaucoup de sportifs ou des gens qui prennent soin d'eux n'ont pas de ressenti très fort. Ils disent, mais je continue parce que je sais que c'est bon pour moi de me connecter à la Terre, mais moi, je n'ai pas de ressenti très fort, comme je l'ai expliqué pour moi. Tout simplement parce que je vais bien. Et il n'y a pas besoin de... C'est pas un médicament, encore une Ouais, fois. peut-être Il que n'y a j'ai pas suffisamment d'éphémère. d'électrons à bord en fait déjà. Oui, où je prends soin de moi, donc je ne suis pas en excès de sport, j'ai une alimentation qui n'est pas pro-inflammatoire, je mange ce qu'il faut en termes de légumes pour avoir des minéraux, je bois une eau qui est filtrée, je vais bien dans mes relations à l'autre. Voilà, la mise à la terre, c'est juste ton corps fonctionne normalement. Et, Hmm. et quelque part, je dis aux gens, mais
tant mieux si vous n'avez pas des très forts ressentis, ça veut dire que vous allez bien. Les gens qui ont des forts ressentis sont des gens qui sont en détresse, qui ne vont pas bien, qui cherchent de désespoir. Et encore une fois, la mise à la terre ne va pas tout résoudre, mais il y a des témoignages qui sont remarquables, qui remarquent qu'effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne. Et pour te dire, j'ai aussi très souvent, alors ça beaucoup dans les gens que je connais, et qui se mettent à la terre au bout d'un moment, parce que oui, j'en parle, mais j'oblige personne. Mais tout le monde en parle autour d'eux. Moi, ça m'a fait du bien, moi, ça m'a fait du bien. Donc, ils disent, bah, moi aussi, je vais me connecter à la terre et voir. Et souvent, au bout de 15 jours, 3 semaines, je demande alors comment ça se passe. Ça me dit, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que depuis, voilà. Je Ouais. ne sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que depuis, je ne prends plus mon médicament. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, ma mère, elle prend des pilates. Et donc, elle en parle, elle aussi, beaucoup à toutes ces dames qui viennent faire des cours de pilates. Et ça les aide sur tout un tas de problématiques. C'est pas un miracle, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est vrai que depuis, voilà. Ouais, ça c'est marrant, la psychologie derrière l'ego humain. C'est je sais pas, mais peut-être. Euh, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est extrêmement important et je pense que ça va apporter pas mal d'informations à ceux qui nous écoutent. Alors déjà, au moment où notre interview va être diffusée, normalement ma série sur les maladies cardiovasculaires sera en ligne et j'ai parlé notamment de la mise à la terre avec son impact sur la circulation du sang. Et donc, je vais juste donner un tout petit peu de détails, même si je vous invite vivement à regarder donc les vidéos qui devraient être en ligne au moment où vous voyez ça. Mais si on observe les globules rouges dans le sang, ils ont chez un individu sain, ils sont entourés d'électrons. Normalement, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez vérifier sur Internet, ce qu'on appelle le potentiel zeta, Z-E-T-A comme la lettre grecque. Et donc, en temps normal, les globules rouges sont entourés de ces charges négatives. Et quand ils sont entourés de charges négatives, eh ben, en fait, ils vont se repousser entre eux. De la même façon que si je mets les deux pôles nord d'un aimant face à face, ça va se repousser. Et comme ils se repoussent, ils vont du coup pas s'agglomérer. Et comme ils s'agglomèrent pas, eh ben, ça circule librement, notamment dans ce qu'a dit Sébastien, les petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires, qui sont vraiment aux extrémités en général. Euh, Ça va permettre au sang d'atteindre ces petits endroits qui étaient potentiellement bloqués à cause du fait que justement les globules rouges étaient s'aggloméraient. Et du coup, ça bouchait les mini capillaires. Et donc, en ce sens, effectivement, ça peut rétablir l'oxygénation et donc la production d'énergie de cellules qui étaient potentiellement en train de suffoquer ou de mourir. Et c'est ça qu'on peut ressentir comme des picotements, des sensations désagréables. Et on a dit tout à l'heure que le problème quand on a de l'inflammation chronique, c'est que le corps il est en perpétuelle tentative de réparation. Quand on commence à se rapprocher de la fin de la réparation, il peut y avoir des symptômes où c'est bah, enfin j'ai suffisamment d'énergie pour réparer ça, mais du coup la douleur elle se ressent temporairement. Et c'est aussi quelque chose qu'on observe quand on pratique, quand on fait une séance d'acupuncture aussi. Et je trouve qu'il y a énormément de parallèles entre ce qu'on appelle la bioélectricité et le qi en médecine chinoise. Et c'est très courant en acupuncture, quand on fait une séance, d'avoir des picotements et d'avoir des aiguilles qui nous font mal ou ça brûle presque. Mais en fait, une fois que ça passe, on va beaucoup mieux. Et même les gens qui pratiquent le tai chi ou le qigong comme je l'enseigne, en faisant ces exercices-là, en faisant circuler tout ça, on commence à ressentir peut-être un inconfort temporaire avant de se sentir mieux. Donc, en général, c'est le signe, en général, bien évidemment, faites preuve de discernement, hein, mais c'est le signe Oui. qu'on avance au moins. On n'est plus coincé dans l'inflammation chronique où on ne ressent pas une douleur vive, mais on a une douleur peut-être un peu plus basse, mais en permanence. Là, c'est d'un seul coup, on a une douleur vive, mais ensuite, ça devrait partir. Donc, évidemment, si en cas de doute, consultez votre médecin, hein, mais c'est un phénomène qui est assez courant. Euh, et la dernière chose que je vais dire, oui, c'est sur le sujet de tout ce qui est le qigong, le tai chi, les mouvements comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà souvent c'est pratiqué dehors, idéalement pieds nus sur une surface naturelle, donc on a déjà les bienfaits de la mise à la terre. Et en plus, le fait de bouger lentement, ça permet non seulement d'harmoniser le système nerveux, de le réguler, mais en plus les mouvements génèrent des électrons, parce que nos tissus sont ce qu'on appelle piézoélectriques. Et donc le mouvement et la pression, donc ça marche aussi avec des massages, génèrent des courants électriques. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir juste avec le mouvement. Et c'est pour ça que je suis assez, bon, évidemment, je suis biaisé parce que je l'enseigne, mais je suis assez fan du Qigong parce qu'on peut potentiellement cumuler plein de choses en même temps. La respiration, le mouvement doux, donc avec génération d'électrons, la mise à la terre, etc. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Comme tu as parlé de la notion de se sentir un peu plus mal, je me suis dit que voilà, ça pourrait illustrer et appuyer ce point un peu plus.
Bah non, écoute, parfait, moi ça me va. Ouais. Je suis Euh, d'accord aussi sur cette pratique qui a de nombreux bienfaits, apaisants mentalement et régénérants aussi. C'est assez dingue, de se dire, en me calmant, j'arrive à retrouver de l'énergie. Enfin moi, c'est ce que je ressens en tout cas, ouais, dans cette pratique-là. absolument. On pourrait l'expliquer un petit peu, enfin, une façon de l'expliquer, ça serait que, comme je viens de le dire déjà, on a littéralement plus d'énergie électrique parce qu'on accumule des électrons. Donc, il y a ça au niveau littéral. Mais aussi, ce genre de pratique nous permet d'aller du sympathique, donc le stress, jusqu'au parasympathique. Et donc, toute l'énergie qui était allouée vers le stress, le combat, la fuite, toutes ces choses-là, est maintenant allouée à la régénération, à la réparation, au fait de pouvoir souffler un coup. Et c'est potentiellement ça, selon moi, qu'on ressent comme ah ben j'ai plus d'énergie d'un seul coup. C'est qu'en fait, j'ai moins d'énergie qui est allouée à l'inflammation et plus à la réparation, peut-être à mes fonctions cognitives, etc. Mmh. Mm. Sur le côté réparation, il y a aussi, on constate avec la mise à la terre, une amélioration de la cicatrisation des plaies, que ce soit interne ou externe, vraiment une grande rapidité. Moi, c'est des cuisiniers qui me disent, alors moi j'avais l'habitude de me couper, moi aussi j'étais cuisinier dans ma jeunesse, et c'est vrai que de voir qu'en une semaine, et souvent c'est 7 jours, de la plaie complète jusqu'à la cicatrisation avec la croûte qui s'est enlevée et vraiment plus rien, une semaine, ce qui est assez dingue, puisque en général on est plutôt autour de 15 jours, 3 semaines, avec des choses qui peuvent rester. Et là, sur les plaies, même les égratignures, on peut avoir quelque chose qui est redevenu à neuf en une semaine. Ouais. Et ça, du coup, moi, je m'adresserai en particulier aux sportifs pour ça aussi. Parce que la définition, par exemple, du renforcement musculaire ou de la musculation, c'est qu'on crée des micro-lésions. Bon, il y a aussi un stress hormonal, etc. Mais au niveau physique, il y a littéralement des dégâts qui sont faits au niveau de nos muscles, de nos tendons, de nos ligaments, etc. Et ça permet du coup de récupérer plus vite entre les séances de sport. Mais Ouais. ça, c'est le Tour de France. On sait que depuis, je crois que c'est 2012, Ça doit être les pionniers, je pense, de la mise à la terre. ouais, ben, ils utilisaient déjà des patchs de connexion à la terre qu'ils mettaient pour aider à la cicatrisation des plaies, mais aussi pour la récupération. Ils mettaient les coureurs à la terre la nuit pour qu'ils aient une meilleure récupération. Et ça, c'est vraiment documenté Hmm. depuis 2012. Ouais. Ouais, non, c'est super. Alors, quand tu as parlé de cicatrisation, je voulais rebondir sur un autre truc. J'espère que ça va me revenir parce que enfin, c'est pas grave. Si ça Ça revient, va venir après. je vais, euh, je vais y venir. Ah, ça m'embête. C'est pas grave. Je vais retrouver. Alors, du coup, ce que tu as mentionné à plusieurs reprises, et je pense que c'est important parce qu'à nouveau, il y a des sceptiques qui ont besoin de voir les études scientifiques. Hmm. Et du coup, donc je sais la réponse, mais je vais te le demander. Est-ce que il y a justement des études scientifiques qui ont été conduites là-dessus? Oui, il y a eu un grand nombre d'études scientifiques et moi j'en ai répertorié sur mon site une petite quarantaine, mais il en existe beaucoup d'autres, des nouvelles qui m'arrivent de jour en jour pour pouvoir les, les consulter. Alors sur le site Binateral, ils sont disponibles. Il y a PubMed où Et il y je a le mettrai beaucoup en de, description hein, pour ceux qui nous regardent. ouais, Je mettrai ça en description. il y a PubMed qui est aussi une source d'études, et puis des nouvelles études arrivent au fur et à mesure. Il existe aussi la Earthing Institute, qui est dirigée par Gaëtan Chevalier, qui est un Québécois, en parallèle avec Katrina Brozovic, si je ne dis pas de bêtises, qui elle aussi fait la même chose que moi, qui est passionnée de mise à la terre, mais qui opère, elle, en Amérique du Sud. Et on se connaît aussi, on s'est rencontrés. D'ailleurs, c'est un petit cosmos, on se connaît un peu tous, que ce soit les gens qui parlent de Earthing, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Danemark, voilà, on se connaît un petit peu Mhm. tous en Angleterre. Et on a tous cette même passion de pouvoir vulgariser ça, expliquer comment ça marche Ouais. et comprendre. Mais je sais plus ce que je disais. Bon, bref. C'est pas grave. Moi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, ça y est. Donc, Vas-y. mais oui, effectivement, comme je l'ai dit au début, je crois dans l'introduction, c'est encore un sujet qui est assez niche. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas que ce soit un petit monde et que tout le monde se connaisse un petit peu. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est donc tu as mentionné la notion de cicatrisation, qui est beaucoup plus rapide avec la mise à la terre, potentiellement 2 à 3 fois plus rapide suivant les témoignages. Et ça me fait penser aux travaux. Alors, je crois que c'est un chirurgien orthopédique, je crois que c'est le terme, qui s'appelle Robert O. Baker. Tu as certainement dû entendre parler, peut-être, Sébastien? Alors, J'ai plus le nom en tête, mais il y a beaucoup de sérigraphies, enfin de photographies qui montrent la cicatrisation. ouais. C'est peut-être Donc, lui. alors, je sais pas si c'est lui. Alors, je sais plus. C'était au siècle dernier. Il a écrit un bouquin qui s'appelle The Body Electric, donc le corps électrique. Et en fait, ce qu'il a montré,
Et maintenant, en fait, la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, c'est utilisé en médecine, littéralement. Ce qu'il a montré, au départ, il l'a fait sur des salamandres, c'est que l'application stratégique de micro-courants électriques permettait de faciliter la régénération de la queue de la salamandre. Donc, bon, c'est un peu barbare, mais il coupait la queue de la salamandre et il appliquait ou non des courants électriques et il voyait que ça pouvait régénérer la salamandre. Il avait aussi vu que suivant le courant électrique, il pouvait régénérer des pieds à la place de la queue, donc il pouvait faire tout un tas de choses, ce qui est assez effrayant. Mais en fait, comme il était donc chirurgien orthopédique, à nouveau, je crois que c'est le terme, il a observé qu'on pouvait faire la même chose pour accélérer la réparation suite à une fracture osseuse. Donc, c'est pas juste les plaies, comme a mentionné Sébastien, c'est aussi les os. Et donc, aujourd'hui, dans le monde de la médecine, dans certains types de fractures, on peut pas le faire avec toutes les fractures, mais on peut utiliser des micro-courants pour accélérer la régénération des os. Et il se trouve que des fois, il n'y a même plus de traces de fissures, de fractures. Il n'y a plus rien. Et ça montre à nouveau que le corps, comme on l'a dit au tout début, est électromagnétique dans un certain sens. On sait notamment que un grand nombre de minéraux, on les appelle les électrolytes. Il y a une raison pour laquelle on appelle ça des électrolytes, parce qu'ils ont des propriétés électriques. Hein, une eau qui n'est pas minéralisée, elle a très peu d'électrolytes et elle va moins bien faire passer le courant, par exemple. Euh, donc voilà, c'est à nouveau une explication qui montre, un exemple qui montre que euh, l'utilisation intelligente de l'électricité, ce qu'on peut faire donc sans risque, et c'est la suite de notre conversation avec Sébastien, avec la mise à la terre, permet de potentiellement, en fait, juste soutenir l'ensemble des processus de guérison du corps. C'est ça. Et quand on parle d'électromagnétique, on parle bien de courant continu, naturel, et pas de champ électromagnétique dû à l'électricité qu'on utilise à la maison, qui est du courant alternatif. Et ça, on en parlera une autre fois. Mais on parle Ah, vraiment de ouais, l'électricité naturelle. absolument, ouais. Donc la différence, c'est un courant continu qu'on appelle souvent DC en anglais, l'abréviation, pour direct current, qui est le courant du vivant, si vous voulez. C'est tous les êtres vivants fonctionnent comme ça, plutôt que le courant alternatif, qui nous vient de Nikola Tesla, il me semble, et qui est donc en Europe, c'est du 60 Hertz, c'est-à-dire que 60 fois par seconde, ça s'éteint, ça se rallume, ça s'éteint, ça se rallume. Aux 50 Hz, ouais. États-Unis, c'est 50 Hertz, et en fait, ça peut paraître anodin, mais ça a son importance. On en parlera certainement parce qu'il se trouve que Sébastien va revenir pour un deuxième épisode sur un sujet tout aussi passionnant, mais différent de celui-ci, et on sera susceptible de parler de tout ça. Mais donc effectivement, voilà, tout ça pour dire que ça peut paraître niche, ça peut paraître presque trop beau pour être vrai, mais c'est pas trop beau si on considère que l'être humain a littéralement évolué au contact de la Terre, et donc si on prend un petit peu de recul et qu'on se dit que la vie a une certaine intelligence et qu'elle cherche pour optimiser les chances de survie, elle cherche à harmoniser un être vivant avec son environnement, ça a du sens qu'on ait trouvé moyen, enfin, on- la vie ait trouvé moyen de tirer parti d'une source quasiment infinie d'électrons, qui est la surface de la Terre. Oui, alors c'était le postulat de départ que j'expliquais, hein. On a tout le temps évolué comme ça et on voit aussi dans les populations, soit Afrique ou Asie, qui sont beaucoup en contact avec la terre, que le vieillissement de la cellule est beaucoup moins important. Sur les rides du visage, on voit bien qu'en Afrique, des gens qui ont 60 ans, on dirait qu'ils ont 30 ans des fois, parce qu'il n'y a pas ce vieillissement de la peau qui est dû à l'oxydation, au stress oxydatif. On est beaucoup moins ridé et des gens qui peuvent arriver à vivre plus longtemps en ayant aussi une nourriture qui est beaucoup plus naturelle, riche en électrons, puisque manger directement sur la plante ou quelque chose d'ultra frais, hein, qui n'aurait pas perdu complètement ses électrons aussi quand on va le manger. Et quand on cueille un légume, qu'il arrive en magasin et qu'on le garde une semaine dans son frigo, il y a peut-être 15 jours qu'il est sorti de la terre. Ouais. Ça, c'est Sébastien le Potentiellement maraîcher qui parle là. aussi. Mais voilà, c'est aussi une chose qui a son importance. Ouais. Ouais, non, tout à fait. Et c'est important de mentionner, et je le mentionne non pas parce que tu as dit le contraire, Sébastien, mais parce que j'ai observé que c'est souvent, euh, on en parle souvent un petit peu de manière maladroite, c'est tout ce qui est les observations des populations type les zones bleues, hein, où là, on a observé des parties du monde, des régions du monde, où il y a des populations qui vivent plus longtemps, avec beaucoup de centenaires. On appelle ça notamment les zones bleues. Souvent, on utilise ce type d'argument en regardant leur alimentation et on dit du coup, il faut manger comme ça, universellement, euh, pour vivre jusqu'à 100 ans. Voilà. Là où je voulais en venir, et c'est à nouveau, c'est pas parce que tu l'as pas dit, et c'est pas parce que tu as dit le contraire, Sébastien, mais juste pour vraiment appuyer Euh, ce point parce que c'est important selon moi, c'est que c'est toujours multifactoriel. Toujours. oui.
Donc, c'est la mise à la terre, c'est la communauté, c'est le soleil, c'est l'alimentation, c'est tout un tas de choses. Et on a tendance, même j'ai remarqué les gens qui sont pas forcément des scientifiques, mais qui consomment de l'information, on a tendance à chercher un facteur unique à plein de choses. Même, je vais donner un autre exemple, c'est la plupart des gens qui viennent à moi avec leurs problèmes de santé, ils cherchent à identifier la cause unique. Hein. Par exemple, bah, j'ai mal au dos parce que voilà, ou alors il faut que je mette du froid pour plus avoir mal au dos, parce que le froid, c'est un côté anti-inflammatoire. Mais c'est quasiment jamais monofactoriel. Il y a toujours plusieurs facteurs. Et notre esprit est structuré de sorte à ce qu'on pense de manière très linéaire, c'est-à-dire A cause B. Mais en fait, non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a de multiples causes qui ont de multiples conséquences. Et en fait, c'est une pensée un petit peu en arborescence. Et c'est jamais aussi simple que, voilà, il y a un facteur qui nous permet de vivre très longtemps. Alors, juste pour compléter par rapport aux zones bleues, comme tu dis, moi, c'est mon opinion. Les gens qui vivent très longtemps comme ça, je pense, comme tu disais, c'est la communauté. Le fait qu'en vieillissant, on a encore nos enfants qui s'occupent de nous et qu'on a Énorme. encore un rôle à jouer. Et on voit bien que les gens qui partent à la retraite, quand ils arrêtent, eh bien, ils prennent un coup de vieux. Ils dépérissent. Et, et ils périssent. Et en fait, tant que tu as un rôle à jouer, même si tu as 120 ans et que tu fais à Ouais, manger tous les jours, bah, tu vis, tu fais quelque chose et tu ne te laisses absolument. pas dépérir. Je pense que C'est, c'est un euh, gros facteur. je, je suis ravi que tu l'aies mentionné. Et à nouveau, ça montre que la santé, c'est pas juste une question de choses à quantifier. C'est pas juste. Non, c'est est-ce que les anciens ont un rôle dans la société? Et le problème, c'est que malheureusement, donc ça serait une toute autre conversation, mais je pense qu'on pourra en parler sans problème avec toi et moi, Et, Sébastien. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a tendance à mettre nos aînés de côté. Hein. Et je postule que c'est aussi une des raisons pour lesquelles la ménopause chez les femmes est aussi mal vécue. Parce que symboliquement, la ménopause, ça représente une femme qui n'est plus fertile. Et dans notre société, c'est presque, alors je vais exagérer exprès, mais c'est presque à quoi sert une femme non fertile. Alors que dans beaucoup de cultures traditionnelles, bah, c'était la personne qui pouvait conseiller les jeunes mamans, qui pouvait accompagner les grossesses. Il y avait, à nouveau, elle avait un rôle à jouer. Et donc, ouais. c'était presque célébré. Là, j'étais célébré, en fait. Voilà, c'est toute autre conversation, mais je On pense qu'on pourrait se en comprend et parler. je suis ravi que je suis ravi que tu l'aies mentionné. Euh, alors, du coup, euh, la question un peu importante, c'est pour quelqu'un qui vit en ville, où il y a du béton partout, quelqu'un qui n'a pas forcément un accès facile à la nature, peut-être à part le week-end, je ne sais pas, pour une excursion, comment mettre en pratique la mise à la terre au quotidien? Comment on fait? Bah, j'ai parlé du tapis de souris au tout départ, tu sais. Et c'est vrai que bah, pour moi, c'est tellement évident que j'ai oublié enfin, je ne l'ai pas expliqué. En fait, ce tapis de souris, c'est un tapis qui est conducteur et qui est relié à la terre avec un câble. Et donc, il est relié à la terre. On peut le relier à la terre de deux façons différentes. La première façon, c'est en utilisant un piquet, avec donc un câble qu'on va tirer, qu'on va amener par la fenêtre, qu'on va mettre dans la terre et qu'on va connecter au Donc, champ littéralement. électromagnétique. Littéralement, on va le connecter à la terre et il y aura de la conductivité du piquet jusqu'à ce tapis conducteur qu'on peut appliquer où on veut, s'asseoir dessus, mettre une partie du corps. Et comme quand on se met pieds nus dans l'herbe, il suffit qu'il y ait contact pour que les électrons puissent passer, se diffuser, être captés par le corps. Et l'autre façon de pouvoir se connecter à la Terre, c'est d'utiliser le réseau de la Terre des prises, c'est-à-dire que sur l'électricité, sur notre prise, on a les deux trous qui sont liés à l'électricité, la phase, le neutre, le bleu, le rouge, et puis on a la petite tige métallique qu'on appelle le téton de la prise de terre, qui est relié au piquet de terre, et donc qui est relié, un fil de cuivre qui est relié jusqu'à un Mm. gros piquet en cuivre. Et là, on a du matériel avec un adaptateur. Alors, si tu veux, je peux te montrer comment ça marche pour que les gens voient un petit peu mieux comment ça marche. On a, alors là, j'ai un petit coussin comme ça, donc il y a des tapis, mais il y a des coussins qui sont faits en coton avec du fil d'argent pour la conductivité. On a une petite prise bouton comme ça qu'on va clipser et qui va permettre de pouvoir être connecté. Donc là, on a de la conduction qui est faite. Et puis de l'autre côté, on va utiliser un adaptateur. Et donc, comme j'expliquais, ici, tu vois, on peut remettre dans la prise, on a deux tiges en plastique. Là, ici, ça va se connecter simplement à la terre, donc il n'y a pas d'électricité. Et puis, de l'autre côté du fil, on a une petite prise comme ça. Ici, il y a deux trous, et peu importe le trou qu'on utilise, ça permet de connecter deux Mhm. appareils. Et donc là, une fois que c'est connecté dans la prise, eh bien, on peut mesurer, parce que ça se mesure, qu'effectivement, le corps est bien relié au champ électromagnétique terrestre. Ça se mesure avec des appareils pour voir la conductivité, mais on peut aussi utiliser un multimètre qui va nous permettre de voir qu'effectivement, le potentiel du corps, le potentiel électrique du corps
en courant alternatif quand il est connecté à la Terre, c'est 0 volt. Et comme on vit dans un environnement électrique souvent chargé par les câbles qui sont dans les murs, les appareils qui sont branchés, quand on va mesurer la différence de potentiel entre le corps et la Terre, on va avoir une certaine tension qu'on va appeler une tension induite. Et dès qu'on va toucher un tapis de mise à la Terre ou le téton de la prise de terre ou la Terre, eh bien la tension va redescendre à 0 volt. Et donc ça, on va vraiment pouvoir voir qu'il se passe quelque chose quand on touche ces matériaux conducteurs, qu'on peut placer au bureau ou même jusque dans son lit pour pouvoir dormir toutes les nuits Mhm. connecté à la Terre et profiter des bienfaits 8 heures par jour, tous les jours, toute l'année. Mhm. Ouais. Je te remercie pour la démonstration visuelle. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. De manière générale, c'est un petit peu ma philosophie. Je n'aime pas pousser à la consommation, que ce soit des compléments alimentaires ou quelque chose comme ça. Néanmoins, je suis aussi quelqu'un de réaliste, c'est-à-dire que malheureusement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est tellement différent du monde dans lequel l'être humain a évolué que parfois, il faut faire des concessions. Soit on accepte qu'on vit dans littéralement un environnement en béton qui est entouré de d'ondes électromagnétiques dont on parlera justement au prochain épisode, mais qui est complètement artificiel, soit on cherche des solutions. Et il se trouve que ce que vient de démontrer Sébastien, c'est une des solutions qui nous permet de trouver un compromis entre la vie du monde moderne et ce mécanisme que je pourrais presque appeler ancestral, parce que ça existe depuis des générations et des générations. Euh, donc voilà, c'est un choix que chacun doit faire, mais malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre façon à part vivre dehors. Il n'y a pas d'autre façon de se reconnecter à la Terre. Pareil et c'est pour ça que j'ai fait venir des personnes qui ont parlé du rôle de la lumière artificielle avec notamment les lunettes anti-lumière bleue avec certains éclairages. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on est tellement euh, donc isolé de la Terre, d'une part, avec le béton, etc., les semelles, et d'autre part, envahi de lumière artificielle, que notre biologie, elle est complètement perdue, elle est complètement déconnectée de son environnement. Et ça, malheureusement, il faut l'accepter. Et moi, à une époque, ça me causait beaucoup d'anxiété, j'étais frustré et je ne savais pas quoi faire. On est hyper déconnecté de notre environnement natif, en fait. Et Oui. donc, ce qu'a montré Sébastien, c'est une solution, c'est une option concrète qu'on peut mettre en pratique et qui, comme il l'a montré, on peut vérifier que ça marche avec le multimètre. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là parce que pour expliquer ma démarche, moi, je suis toujours quelqu'un de pragmatique. J'ai un côté idéaliste où je me dirais, super, ça serait cool qu'on vive tous dans la nature, mais c'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste. Et pour les personnes qui, par exemple, ont la fibromyalgie, qui est une maladie qui est très difficile à vivre, comme beaucoup d'autres maladies, avoir un outil comme ça qui, a priori, et c'est une question que je voulais te poser juste après, n'a pas d'effet secondaire, on peut pas trop en faire, euh, c'est un bon investissement pour moi, plus que, par exemple, être un abonné à certains anti-inflammatoires, qu'ils soient naturels ou non. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse parce que voilà, c'est vraiment ma position sur les produits pour le bien-être en général, que ce soit complément ou autre. Ben, moi, je suis pareil, tu sais, hein, comme je t'ai dit, j'étais pendant 12 ans à l'extérieur, donc je vivais la connexion à la Terre sans jamais vraiment m'en apercevoir. Et avec mon métier, même en ayant les pieds dans la Terre, j'avais des mal au dos quand je ramassais les haricots. Ça, c'est certain, tu Mhm, vois. Euh, et au jour d'aujourd'hui, bah, je suis papa, je suis entrepreneur, je suis un mari, je fais vivre des associations sportives, donc je vis à 200 à l'heure, et donc je peux pas passer 8 heures par jour pieds nus dans l'herbe. C'est pas possible. Même 1 heure, c'est très compliqué, hein, on mhm. court tous après le temps. Et oui, pour moi, j'ai décidé de trouver des objets du quotidien qui pourraient me permettre de continuer à faire en sorte que mon corps, lui, soit le moins impacté par le monde moderne, tout simplement. Continuer à vivre connecté avec les téléphones, les ordinateurs, le Wi-Fi, la 5G. Enfin, il y a des choses partout. Le fait d'avoir des chaussures, même si maintenant, voilà, il existe des chaussures de connexion à la Terre. Mais Oui, voilà, moi, ça me passionne et depuis des années, voilà, j'ai fait créer, j'ai participé à la création de produits divers et variés. Je propose tout un tas de produits pour qu'on puisse continuer à vivre comme ça. Les écouteurs aussi, des écouteurs stéthoscopiques qui permettent de déporter, enfin on en parlera à un autre moment aussi, mais voilà, il existe plein de choses. Et moi aussi, alors c'est vrai, il y a le côté, on est dans un monde de consommation, mais ça nous permet de pouvoir continuer tout en étant le moins impacté, en essayant de se oui, prémunir au maximum des choses. Donc oui, philosophiquement, moi aussi, pourtant je travaillais 20 ans dans le bio, donc tu vois, j'étais vraiment dans le peu de consommation, pas de réseaux sociaux. Et finalement, les outils d'aujourd'hui,
ça reste des outils. Et comme un couteau, on peut s'en servir pour faire une sculpture, on peut s'en servir pour ouvrir un cadeau, mais on peut aussi se blesser. Et l'idée de ces outils, c'est de faire en sorte de ne pas se blesser et de les utiliser Absolument. à bon escient. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire venir toi spécifiquement parce que tu mets un accent tout particulier sur l'éducation. Et parce que tu as cette approche où bah c'est voilà, faut être réaliste. Et effectivement, on est dans une société de consommation, mais qui a ses avantages. On est tous contents d'avoir notre colis qui arrive en 2 jours quand on le commande. On profite tous en fait de ce monde moderne. Et en fait, voilà, il y a toujours des concessions à faire. C'est que si on est connecté à la Terre en permanence, bah, si par exemple je prends l'exemple de Sébastien qui vient de décrire, bah, il pourra pas faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Que ce soit s'occuper de ses enfants, que ce soit les clubs de sport, les associations sportives, son entreprise, etc. Donc, il faut faire des choix. Et en fait, moi, ce que je voulais à travers cet échange, c'est déjà vous éduquer et vous présenter une option de plus. Car pour moi, c'est mieux d'avoir conscience qu'il y a cette option que de rester ignorant. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. Oui, puis moi aussi, hein, moi, tu sais, ça me passionne. Je passe beaucoup de temps à expliquer les choses. À mon site, il y a mon numéro de téléphone, donc j'explique constamment ces choses-là. Je fais des conférences, même demain soir, je vais faire une conférence pour une dizaine de personnes. Et ça me passionne en fait. Les gens me disent, mais t'en as pas marre d'expliquer toujours la même chose? Ben non, en fait, c'est tout simplement parce que dès que j'ai deux yeux qui me regardent et deux oreilles, ça me suffit pour pouvoir diffuser ce que j'ai à diffuser. Ça me paraît simple. Et pourtant, je crois que le plus compliqué pour moi, c'est d'arriver à expliquer simplement quelque chose qui me paraît simple. Parce que c'est très difficile, parce que pour quelqu'un de novice, c'est des concepts qu'on n'a jamais entendus, qui sont difficiles à aborder et difficiles à comprendre. Et finalement, il faut l'expliquer longtemps, alors que c'est très très simple. Et ça, c'est toujours difficile de trouver Le juste milieu. le bon diapason, ouais, voilà, pour arriver à. Absolument. Ouais, ce que je dis souvent, c'est notamment quand on fait des conférences ou même des petites choses, enfin, ce que tu dit demain, par exemple, demain soir avec 10 personnes. Contrairement à l'école où c'est organisé par niveau, quand on a une audience d'adultes, on ne sait pas s'il y a des personnes qui sont plus littéraires, plus scientifiques, plus peu importe. Et moi aussi, je suis régulièrement confronté à ça parce que comme toi, je te l'ai dit, Sébastien, moi, j'éduque beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, j'utilise des termes, mais je ne sais pas si tout le monde les connaît. Et en fait, ça serait littéralement euh, sans fin de tout définir. Et il faut commencer quelque part. Mais ce que j'espère, et c'est pour ça que j'étais vraiment, une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment ravi de faire cet échange avec toi, Sébastien, c'est qu'on a deux façons d'expliquer qui sont un peu différentes. Avec moi, j'ai plus la perspective thérapie. Toi, tu as toute ton expérience avec tous tes clients, ce que tu as vécu toi, et puis même voilà, le technicien derrière toutes ces choses-là. Et ce que j'espère en ce sens, c'est que ça parle au plus grand monde possible. Avec plaisir. Ouais. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est donc on y a un petit peu fait allusion, mais là je te pose vraiment la question. Est-ce que c'est Vas-y. possible d'en faire trop? Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, est-ce que on t'a déjà dit que c'était pas bon de passer 8 heures par jour allongé sur le sable à la plage? Est-ce que n'importe quel médecin t'a dit non, par contre là, 8 heures toute la journée pieds nus ou allongé sur le sable, ça par contre, il Hmm. faudrait éviter. En Ouais, fait, il n'y a pas sauf il de. ferait peut-être allusion au soleil, mais pour le sable en Oui, lui-même, non. bon, Ouais. avec un parasol, un bon parasol. Bon, bref. Non, il n'y a pas de. On ne peut pas être en trop. Par contre, une contre-indication, ce qui n'est pas vraiment une contre-indication, mais quand même, je tiens à le préciser, les gens qui ont des problèmes de thyroïde et qui se connectent à la Terre, rapidement, il faut il faut se faire suivre par rapport au traitement qui peut avoir nécessité à être diminué. Je te parle de ça, j'ai ma tante qui, au bout d'un moment, je l'ai connectée à la Terre, et parce qu'elle habite dans le Vaucluse, elle a été assujettie au nuage de Tchernobyl, donc suivie et traitée au niveau de la thyroïde depuis des années. Et un jour, elle doit reconnecter à la Terre, et puis elle va faire ses examens avec le médecin pour le C'est, suivi, et là, le médecin, qu'est-ce qui vous arrive? Alors elle ne sait pas, elle se dit je ne sais pas, mais si, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien qui fait que là, il y a un truc qui ne va pas? Vous mangez quelque chose, vous avez eu un stress? Elle dit ben non, mon neveu m'a connecté à la Terre. Tu vois? Alors, elle dit qu'est-ce que vous racontez? Il m'a mis un truc et je dors connecté à la Terre. Alors, elle ne comprenait pas. Et elle m'appelle, elle me dit mais Seb, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et je dis c'est vrai, il faut que, en fonction de ce que ça va provoquer sur la thyroïde, eh bien, il faut certainement réduire le dosage. Et donc, le médecin, il a quand même fallu presque 2 mois pour accepter, après 3 analyses, de dire que oui, il va falloir baisser ça parce que très rapidement,
elle n'avait pas besoin d'avoir ce même taux de médicamentation. Elle n'a pas arrêté d'être médicamentée, mais en tout cas, elle a eu Mhm. moins de dosage. Ouais, donc Donc pour ceux attention, qui ont des la problèmes de thyroïde thyroïde ou peut qui aller mieux. oublient, Ouais, voilà. ouais. Non, j'y avais pas pensé, tu vois. Et effectivement, maintenant que tu le dis, ça a du sens. Et effectivement, c'est bon à savoir. C'est bon à Ça, et la savoir. dernière chose qu'on me dit souvent, c'est le pacemaker. Et donc, je dis, les gens qui ont un pacemaker, allez demander à votre chirurgien ou à la personne qui l'a installé, Ouais. est-ce qu'il est interdit de se mettre pieds nus dans le sable 8 heures par jour? Hmm. Si vous dites non, c'est que c'est bon. Ok. Ouais. Super. Euh, et alors, j'ai une petite question pour voir. Je suis curieux de voir où ça va mener. Et puis Oui. ensuite, j'aurai une question juste pour conclure. Euh, Est-ce que pour toi, se relier à la Terre, c'est uniquement une question de santé ou ça, c'est un aspect symbolique? Ah, alors, moi, tu sais, on a le côté physique, puisque le corps et esprit, on va simplifier ça. Donc, au niveau physique, on voit, on mesure, on peut calculer, et les études sont faites sur le corps. Ça, c'est OK, il y a vraiment des choses qui sont faites. Sur le côté de l'esprit, je ne sais pas, mais si moi, j'ai eu un parcours très. Alors, c'était l'époque ésotérique un peu, où voilà, Reiki, lithothérapie, radiesthésie, tutti quanti. Et effectivement, j'ai fait beaucoup de salons aussi, zen et bio, avec des médiums, des gens qui avaient toujours un peu l'esprit un peu virevoltant, ce qui a été mon cas à l'époque, et c'est pour ça que je peux en parler en toute connaissance de cause, qui se sont connectés à la Terre et ont eu les pieds sur terre assez rapidement, quoi, avec une clarté qui se voyait, un changement de comportement, des gens qui étaient beaucoup moins perdus. Et j'ai vu aussi, je ne sais pas si c'est l'endroit pour parler de ça, mais bon, je vais le dire quand même, ce monde-là, ce monde un peu invisible qui existe, hein, n'a pas vraiment envie de voir comment je l'explique, ces poules, tu sais, moi quand je travaillais en maraîchage bio, on avait des poules et donc quand je leur donnais à manger du bon grain, mais tous les matins je leur prenais les œufs. Je leur veux du bien, mais je suis un fermier, je veux ça. Et le monde de la visible a ces poules aussi, qui sont des gens qui sont un peu comme je l'étais, et donc ils veulent pas qu'ils viennent se mettre à la terre, tu vois, parce que quand ils se connectent à la terre, les gens, ben, ils retrouvent les pieds sur terre. Et donc là, oui, il y a un aspect, quand on pose un acte dans la matière, ça a un impact dans l'invisible. Et effectivement, les gens qui se connectent réellement à la Terre, eh bien, ils ont les pieds sur Terre. Donc oui, il y a un aspect où ça joue aussi là-dessus. Effectivement, j'ai vu beaucoup de cas autour de ça. Et des gens qui sont très perchés, qui, eux, ne veulent pas se connecter à la Terre physiquement, mais préfèrent se connecter d'une autre façon, par visualisation, par À voilà, parce que l'éther. à l'éther, Hmm. à Gaïa, à la Pachamama, tu vois, ils veulent se connecter à cette terre-là plutôt qu'au champ électromagnétique terrestre. Mhm. Donc oui, les deux s'opposent, ce serait vraiment, enfin, on va conclure, mais on pourrait vraiment en discuter. Oui. Moi, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Euh, Je me mais suis dit que il ce y a des serait choses à juste dire. intéressant d'ouvrir cette petite boîte de Pandore. Moi, je vais dire quelque chose. Je vais donner un petit peu ma perspective, mais c'est pas des choses dont je parle très très souvent, surtout sur la chaîne YouTube, mais ça fait partie de ma perspective et c'est peut-être des choses dont je vais parler de plus en plus souvent parce que ça m'intéresse aussi. Si on regarde la philosophie chinoise, notamment de la médecine chinoise, on dit que l'humain est entre le ciel et la terre. Et, euh, et c'est un petit peu des paradoxes de la condition humaine, c'est que on a cette conscience qui est a priori plus développée que la majorité des autres êtres vivants. C'est-à-dire notamment on a conscience de notre propre mort, on a conscience de plein de choses. Et en même temps, on a ce côté animal. Et en fait, du coup, on a le côté haute conscience, mais on a aussi le côté bestial, animal. Et je pense que aujourd'hui, c'est ma philosophie, c'est je pense que l'idéal, c'est vraiment d'unifier les deux et pas d'aller trop dans l'un ou trop dans l'autre. Donc évidemment, si je suis que dans mes instincts animaux, euh, ani- instincts animaux, ouais, instincts bestiaux, je fais que manger, je suis que dans le plaisir en permanence, je mange, je me reproduis et puis je fais rien. Si je suis que dans le haute conscience, bah, je vais méditer dans ma cave et rien faire de ma vie. Et, euh, et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu des deux. Et, euh, et je pense qu'en ce sens, moi, je vais parler de ma propre expérience pour en revenir à la mise à la terre. Euh, Notamment quand je le fais à des moments stratégiques comme au coucher de soleil, j'ai vraiment le sentiment d'être connecté à la nature. Et ça a juste le sentiment que c'est la bonne chose à faire.
il y a une certaine harmonie. Déjà, je me sens bien subjectivement, mais que ça me replace dans un contexte plus grand qui est l'harmonie du jour et de la nuit et l'harmonie des saisons, les cycles des saisons. Et ouais, je voulais juste avoir ces petits échanges avec toi pour voir où ça amène, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa après la conversation un peu plus scientifique. Je vais juste rajouter ma petite touche. Tu sais, et j'ai souvent été comme ça, où tu disais, on peut pas être tout ceci ou tout cela. Moi, j'ai plutôt expérimenté le fait qu'on vit dans un monde de paradoxes, où on est autant tout ceci que autant tout cela. Et c'est parce qu'on expérimente le tout ceci et le tout cela qu'on se retrouve au milieu. Oui. Et la voie du milieu, c'est plutôt ça. Et c'est vrai que des fois, quand tu veux mettre l'accent sur un moment, prendre le temps, tu fais plein de choses pour te sentir bien, tu ressors de là, c'est pas ouf, tu vois. Et puis en fait, tu vas te promener un jour, puis sans se rendre compte, en fait, c'est souvent, c'est ça qu'on explique le lâcher prise. C'est à la milliseconde où on ne pense plus à rien et dès qu'on cherche à l'attraper, c'est fini. Et en fait, c'est plutôt ça. Moi, je suis plutôt dans un monde de Ouais. paradoxe où plus je vais faire des choses pour moi, ça va déborder sur les autres. À Mm. chaque fois que je cherche à faire plaisir aux autres, bah, je me vide de moi-même. Les gens ne sont pas forcément à l'écoute et ça ne donne pas le résultat. Alors maintenant, j'ai Mm. décidé de faire que ce que je voulais, que pour moi. Et bah, j'ai de la chance, les gens sont à l'écoute. Ouais. Et c'est paradoxal. Bref, C'est vrai qu'on en avait parlé dans notre conversation avant qu'on fasse cette interview et j'avais beaucoup aimé cette notion. D'autant que effectivement, la plupart en tout cas, ce que j'ai observé, c'est il y a beaucoup de personnes et notamment les personnes qui viennent à moi pour de l'aide ont cette notion qu'il faut absolument se sacrifier pour les autres et que comme quoi c'était charitable. Alors effectivement, la charité c'est important, mais ce que j'ai observé, c'est que quand on est réellement égoïste, mais attention à ce que je dis, hein, euh, dans le sens où, là où je veux en venir, c'est que quand je prends réellement soin de moi, au point que ma coupe déborde, et ben en fait, j'ai naturellement envie de faire des choses qui vont contribuer aux autres. Mais pas d'une façon où c'est transactionnel, en mode je fais ça pour les autres en attendant quelque chose en retour. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, vues de l'extérieur, elles donnent en permanence du temps pour les autres, mais le jour où les personnes disent pas merci, ou il y a pas de chose en retour, bah, immédiatement, il y a de l'agression. Et surtout, en attendant, les personnes s'épuisent. Les oui, personnes s'épuisent. Et, euh, et je dois régulièrement l'expliquer à des personnes qui viennent à moi, notamment qui ont de la fatigue depuis des années et des années. C'est commence par toi. mhm, D'autant plus que si je me sacrifie en permanence pour les autres, je donne quoi comme exemple que tout le monde doit sacrifier? Et notamment quand on donne cet exemple à nos enfants, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Parce que les enfants, ils écoutent pas forcément ce qu'on dit, ils regardent ce qu'on fait. Ça, tu dois le savoir, Sébastien. C'est pas que les c'est paroles, c'est ça. aussi nos actes. Ah, ça. S'ils voient qu'on s'occupe toujours des autres et qu'on s'occupe pas de nous, on est en train d'enseigner à nos enfants de pas s'occuper d'eux, de pas prendre soin d'eux. Donc, ça serait une grande discussion, mais bon, je suis ravi qu'on ait au moins mis le sujet On sur a la table. digressé. C'est intéressant. Ouais, mais ouais, c'est ça qui rend l'échange un peu humain et un petit peu plus riche, je trouve. Et puis, voilà, je pense qu'il y aura des choses à se dire, mais je pense qu'on a déjà pas mal de contenu pour que que les personnes aient à digérer. Et puis, on se reverra prochainement pour une autre conversation sur un autre sujet. Mais pour conclure, Sébastien, si il y a quelqu'un qui nous écoute, si on voulait que cette personne reparte avec une idée, ou une clé, potentiellement qu'elle puisse mettre en pratique rapidement, qu'est-ce que ça serait? Bah, d'observer la nature, en fait, hein. On vient de la nature, il y a juste à observer, tout est là. La nature, je parle des animaux et les plantes, hein, réellement. Est-ce qu'ils ont des chaussures? Non. Est-ce qu'ils s'exposent à la lumière du jour? Oui. Est-ce qu'ils ont des instincts naturels? Oui. Est-ce qu'ils ont aussi des instincts sociaux? Oui. Et nous, on fait partie de tout ça. Donc, oui, s'exposer à la lumière le matin, c'est bon. Prendre l'air, c'est bon. Prendre du temps pour soi, c'est bon. L'observation de la nature. Moi, je pars toujours du postulat où j'observe ce qui se passe dans la nature et j'essaie de le ramener à ma façon, avec des fois des outils qui permettent de cadrer ça ou de rééquilibrer. Mais en tout cas, voilà, l'observation de la nature prime toujours sur ce qu'on peut voir. La science, c'est très bien, mais elle demande à toujours être remise en cause. Et les scientifiques d'aujourd'hui, pour la plupart de ceux que je peux avoir comme intervenants sur mes posts, en dessous de mes posts sur les réseaux ou autres, les gens qui se disent scientifiques ne remettent rien en question. Alors que moi, je me remets en question en permanence sur ce que je dis. Et j'ai d'ailleurs évolué depuis que j'ai découvert tout ça. J'ai évolué dans ma façon de dire. Il y a des choses que j'ai enregistrées il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, où aujourd'hui, je ne dirais pas la même chose. Ouais. J'adore que tu aies fini là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, de base, j'étais ingénieur
et j'ai été formé un petit peu dans toutes les sciences fondamentales. Et ce que du coup, pour boucler tout ça, je vais juste faire un petit rappel que initialement, à l'origine, la démarche scientifique, c'était j'émets une hypothèse et je tente de prouver qu'elle est fausse. Et tant que j'arrive pas à prouver qu'elle est fausse, je considère que l'hypothèse est vraie. Mais à aucun moment je dis j'ai la vérité, point barre. C'est Ça, ça. c'est aller droit dans le mur. Et c'est la fin du progrès scientifique aussi. Le progrès scientifique, c'est quand on a montré que une de nos hypothèses, qui était un paradigme du moment, est en fait complètement fausse. Et on a tendance à oublier ça, on a tendance à se dire que les gens avant nous, ils étaient des stupides, et on a tendance à penser qu'on a toutes les réponses. Et il faut pas oublier de garder cette humilité, comme quoi c'est pas parce que quelque chose n'est pas accepté, par exemple, pleinement par la communauté scientifique que c'est faux. Parce que toutes les révolutions scientifiques, toutes les découvertes ont commencé comme ça. Et donc, si peut-être ce sera mon mot de la fin, c'est voilà, garder l'esprit ouvert. Et effectivement, la nature, elle existe depuis très longtemps. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. Et je pense que voilà, les scientifiques d'antan, ils commençaient par l'observation. Et ensuite, à partir de l'observation, ils émettaient des conjectures, des hypothèses. Et ensuite, ils testaient. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, ça serait ma recommandation, c'est essayer, si vous avez l'opportunité voilà, de vous mettre au contact de la Terre, pieds nus, une dizaine de minutes, ce soir, par exemple. Et voyez si ça fait quelque chose pour vous. Super. Faites-le. Voilà. Donc, je mettrai le site web de Sébastien en description. Donc, Inaltera, comme il l'a dit, donc il a tout un tas de produits comme ceux qu'il a montrés, et aussi tout un tas d'articles qui font notamment des références à des études scientifiques. Donc, je mettrai son site en description. En attendant, un grand merci à toi, Sébastien. C'était vraiment Merci à un toi, Romain. plaisir d'échanger avec toi. Même moi qui sais la plupart de ces choses-là, voilà, j'adore en parler. Euh, Puis ouais, c'est vraiment, je t'apprécie vraiment en tant que personne aussi. Donc, Merci merci beaucoup. d'être venu. Euh, j'ai hâte qu'on fasse notre deuxième échange sur l'autre sujet. Et, euh, et puis voilà. Euh, je te souhaite donc une bonne fin de journée. Puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci, Romain. À bientôt. Ciao. Ciao.